Bonjour mes amis, j'espère que vous vous tenez au chaud aujourd'hui, peut-être en regardant les feuilles tomber tout en profitant d'un moment de calme pour vous. Laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà regardé un animal dans les yeux et senti qu'il connaissait un secret qui vous échappait? Nous, les humains, nous nous glorifions souvent de notre logique, de notre technologie et de nos radios, mais parfois, les messages les plus urgents nous parviennent sans un seul mot. Dans les étendues sauvages et gelées du massif des Bauges, un vétéran du nom de Pierre Dubois trouve la basket rouge d'un enfant sur son perron. Elle a été déposée là par un berger allemand sauvage et farouche qui n'a jamais fait confiance aux humains. Mais aujourd'hui, ce chien ne s'enfuit pas. Il attend. Il tremble, porteur d'un message désespéré que la gendarmerie refuse de croire. Que feriez-vous si une bête sauvage vous demandait de la suivre dans un blizzard? Feriez-vous confiance à la sécurité de votre foyer, ou aux instincts d'un gardien silencieux? C'est l'histoire d'une erreur qui aurait pu coûter une vie, et du héros à quatre pattes qui a refusé de laisser faire. Maintenant, marchons dans la neige. C'est curieux, n'est-ce pas, comme nous passons une si grande partie de nos vies à essayer de construire des murs pour tenir les choses sauvages à l'écart. Nous verrouillons nos portes, nous construisons nos clôtures, et nous nous disons que nous sommes en sécurité. Mais parfois, la vie a une façon de frapper à ses portes quand on s'y attend le moins. Parfois, les choses sauvages ne viennent pas pour nous faire du mal, mais pour nous rappeler que nous faisons toujours partie du même grand et mystérieux monde. Je veux vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un homme qui avait construit de très hauts murs autour de son cœur, et du messager à quatre pattes qui a trouvé le moyen de les escalader. Le vent arrivait généralement en premier sur les hautes crêtes du massif des Bauges, murmurant à travers les pins bien avant que le soleil n'ait le courage de se montrer. Pour Pierre Dubois, le vent du matin n'était pas une nuisance, mais un vieil ami. Il faisait vibrer les planches mal fixées du côté ouest de son chalet, un son familier qui signalait le début d'une autre journée solitaire. Pierre était assis sur le bord de son lit, le matelas gémissant sous son poids. Il se frotta le visage avec une main qui ressemblait à du cuir usé. À 60 ans, son corps était une carte de vieille campagne et de dur labeur. C'était un homme de grande taille, bien qu'il se tienne légèrement voûté ces jours-ci, séquelles d'un saut qui avait mal tourné en 1971, lors de son service de reconnaissance. Ses cheveux, autrefois d'un brun profond, tombaient maintenant en longues vagues indisciplinées sur son col, abondamment saupoudrés d'argent aux tempes. Il se leva, ses genoux craquant dans l'air froid, et commença son rituel matinal. Il s'habillait avec l'efficacité d'un homme qui n'avait personne à impressionner. D'abord le sous-vêtement en coton gris, suivi d'une épaisse chemise en flanelle à carreaux rouge vif et bleu marine foncé. Il laissa le bouton du haut défait. Ensuite, le jean délavé, presque blanchi aux genoux par des années d'agenouillement dans la terre, et enfin, ses robustes bottes de travail brunes. Avant de sortir, il attrapa sa lourde veste en cuir marron accrochée près de la porte. C'était une vieille chose, éraflée et plissée, ressemblant plus à une seconde peau qu'à un vêtement. Il laissa la fermeture éclair ouverte. Le chalet sentait le café froid et la fumée de bois. Pierre se dirigea vers la petite kitchenette et sortit un récipient en plastique du réfrigérateur. À l'intérieur se trouvaient les restes d'un civet de chevreuil qu'il avait préparé la veille. Ce n'était pas son petit déjeuner. C'était la taxe. Depuis 2 ans, Pierre vivait seul dans ce coin reculé des montagnes, cherchant un silence que les villes ne pouvaient offrir. Mais même dans l'isolement, on n'est jamais vraiment seul. Depuis l'hiver précédent, il était observé. Il ouvrit la lourde porte d'entrée en chêne et sortit sur le perron. L'air était assez vif pour geler le souffle dans sa gorge. Le ciel était d'une nuance violacée et gris ardoise, lourd de la promesse de neige. Pierre descendit les marches en bois, ses bottes craquant sur le sol couvert de givre, et se dirigea vers un chêne ancien qui se dressait à une 50aine de mètres du chalet. Il plaça les restes de viande sur une pierre plate à la base de l'arbre, puis recula. Il n'attendit pas de voir l'invité. C'était l'accord. C'était le traité. Il est là, pensa Pierre, scrutant la lisière des bois. Il savait que la créature observait. C'était un chien, un énorme berger allemand au pelage de la couleur des nuages d'orage mêlés au clair de lune, un rare motif argenté charbonné qui le faisait disparaître facilement dans les bois. Pierre l'appelait Fantôme. L'animal était farouche, méfiant, et portait une cicatrice en zigzag sur son flanc gauche ainsi qu'une boiterie permanente à la patte arrière. Ils étaient 2 soldats brisés partageant la même montagne, respectant les frontières de l'autre. Pierre fournissait la nourriture, Fantôme fournissait la distance.
Pierre tourna le dos aux arbres et remonta vers son perron, impatient de boire sa première tasse de café. Il gravit les 3 marches en bois, les yeux fixés sur la poignée de la porte. Puis il s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. Le rythme du matin avait été brisé. Posé sur les planches grises et usées de son perron, juste devant la porte où il se tenait quelques instants plus tôt, se trouvait une tache de couleur si vive qu'elle semblait vibrer contre le paysage terne. C'était une chaussure. Pierre la fixa, son esprit luttant pour traiter l'objet. C'était une petite basket en toile rouge, du genre qu'un enfant porterait pour courir dans une cour de récréation ou pour suivre un ballon dans un parc. Elle était minuscule, adaptée à un enfant de pas plus de 5 ans. Il regarda autour de lui, ses instincts de ses jours de reconnaissance s'éveillant. Les bois étaient silencieux, l'allée était vide. Aucune trace de pneu ne marquait le givre sur la route. Personne n'était venu ici. Il s'agenouilla, ses articulations protestant, et ramassa la chaussure. Elle était froide, mais pas gelée. Elle n'était pas là depuis toute la nuit. Elle était sèche malgré le givre sur la rampe. Il la retourna dans ses grandes mains calleuses. La toile rouge était sale, maculée de boue fraîche, mais la semelle en caoutchouc blanc était relativement propre. Puis il remarqua les lacets. Ils étaient noués en un double nœud serré. Un enfant n'enlève pas une chaussure qui est doublement nouée. Elle doit être arrachée ou tirée. Pierre approcha la chaussure de son visage. Sur le talon, incrusté dans le caoutchouc et le tissu, se trouvaient des empreintes distinctes. Ce n'étaient pas les marques de déchiquetage chaotique d'un renard mâchant des ordures. Elles étaient précises. C'étaient des marques de pression. Quelqu'un, ou quelque chose, avait porté cette chaussure avec grand soin. Un son bas et guttural flotta depuis la lisière des bois. Pierre se releva lentement, serrant la petite chaussure rouge dans sa main gauche. Il se tourna vers le son. Fantôme était là. Le grand chien argenté était sorti de l'abri des pins. C'était l'anomalie. Durant tous les mois où Pierre l'avait observé, Fantôme ne s'était jamais montré alors que Pierre était encore dehors. Il attendait habituellement que la porte soit fermée et les rideaux tirés avant de s'approcher furtivement du chêne. Mais aujourd'hui, Fantôme ignorait les restes de chevreuil qui attendaient sur la pierre plate. Il se tenait à 20 mètres de là, son corps tendu comme une corde d'arc. Ses poils étaient hérissés, la fourrure argentée dressée le long de son échine, mais sa queue était basse. Il n'était pas menaçant. Il était terrifié. Le chien ouvrit la gueule et un son aigu et perçant s'échappa de sa gorge. Ce n'était pas un aboiement. C'était un gémissement, une vibration de supplication désespérée qui tranchait l'air froid du matin. Pierre croisa le regard de l'animal. Il y vit de l'intelligence, et une urgence frénétique qui le troubla. Le chien fit 2 pas en avant, puis s'arrêta, frappant le sol gelé de ses pattes avant. Il tourna sa grande tête vers le sud, vers les crêtes profondes et traîtresses de la crête noire, puis regarda de nouveau Pierre. Il le refit, regarda vers le sud, regarda Pierre, gémit. Le message était maladroit, primitif, mais sans équivoque. Pierre baissa les yeux sur la chaussure rouge dans sa main, puis de nouveau sur la créature aux allures de loup qui tremblait dans la clairière. Un frisson glacial qui n'avait rien à voir avec la météo parcourut son échine. C'était une rupture de protocole. Un animal farouche ne s'expose pas, n'ignore pas la nourriture et ne livre pas d'objet à un humain, à moins que le monde n'ait basculé sur son axe. Le chien ne fouillait pas. Il faisait un rapport. Pierre sentit le poids de la chaussure dans sa main. Elle semblait lourde, plus lourde que du plomb. Elle semblait être une vie. « Attends, » dit Pierre, sa voix rauque par manque d'usage. Il ne savait pas s'il parlait au chien ou à lui-même. Il serra plus fort la chaussure. Le chien laissa échapper un autre son, un jappement sec de frustration, et tourna en un cercle serré, ses yeux ambrés brûlant d'une supplique que Pierre ne pouvait ignorer. Pierre regarda les nuages sombres qui s'accumulaient au-dessus des pics du sud. Une tempête arrivait, une mauvaise, et quelque part là-bas, dans la direction que le chien argenté indiquait, se trouvait le propriétaire de cette minuscule chaussure rouge. Pierre se retourna et ouvrit sa porte, non pas pour retourner dormir, mais pour attraper son fusil. Le matin tranquille était terminé. Le traité du silence avait été rompu. Pierre Dubois rentra dans la chaleur de son chalet, mais le froid de l'air matinal semblait s'accrocher à ses os. Il posa la petite chaussure rouge sur la table de sa cuisine. Sur le bois de pin brut et balafré, la toile rouge vive paraissait violente,
une alarme hurlante dans une pièce construite pour le silence. Il se dirigea vers le coin du salon où un vieux poste radio CB puissant et poussiéreux reposait sur un bureau en métal. C'était une relique, tout comme Pierre lui-même, un équipement entretenu non par loisir, mais par nécessité. Dans ces montagnes, le service cellulaire était un fantôme qui ne rendait que rarement visite. La radio était la seule ligne de vie vers la vallée en contrebas. Pierre s'assit, le cuir de sa chaise grinçant sous son poids. Il actionna l'interrupteur. La machine s'anima en fredonnant, le rétroéclairage ambré brillant doucement. Il régla le silencieux, filtrant le sifflement du statique cosmique jusqu'à ce que le canal soit clair. « Monique, ici Pierre, depuis la crête noire », dit-il dans le microphone à main, sa voix stable, profonde et dénuée de panique. « Tu es là ? Terminé. » Un moment de silence passa, rempli seulement par le faible bourdonnement du haut-parleur. Puis une voix crépita en retour, chaleureuse et familière. « Vas-y, Pierre. Je te reçois 5 sur 5. Tout va bien là-haut ? Tu appelles tôt. » Monique était répartitrice pour le département depuis 30 ans. Elle connaissait la voix de chaque éleveur, ermite et patrouilleur dans un rayon de 50 km. « J'ai une situation, » dit Pierre, ses yeux se reportant sur la chaussure rouge sur la table. « J'ai trouvé quelque chose sur mon perron ce matin. Une chaussure d'enfant. Une basket rouge, taille 28 peut-être, 29. On dirait qu'elle appartient à cette fillette qui a disparu, Manon. » Il y eut une pause sur la ligne, plus lourde qu'auparavant. « Pierre, mon chéri, » commença Monique, son ton passant de voisin à prudent. « Nous avons des unités qui ratissent le nord de la vallée en ce moment. Un pêcheur a trouvé une casquette rose près des berges de la rivière il y a environ 1 heure. Le chef est presque sûr qu'elle est partie par là. Elle n'est pas dans le nord de la vallée, Monique, dit Pierre en se penchant plus près du micro. J'ai sa chaussure ici. Elle n'est pas arrivée en marchant. Un chien l'a apportée. Un chien ? Un berger allemand, sauvage. Il l'a apportée à ma porte, et il pointe vers le sud, vers les bois profonds. Avant que Monique ne puisse répondre, une voix différente coupa la transmission. Elle était plus profonde, plus forte, et portait le poids lourd d'une autorité qui exigeait d'être entendue. Pierre, ici le chef Moreau. Je suis sur ce canal. Pierre serra sa prise sur le microphone. Le chef Nicolas Moreau était un homme qui croyait que le monde fonctionnait en ligne droite. Il était bon en paperasse, bon en politique, et terrible pour écouter tout ce qui contredisait ses propres théories. Chef, reconnut Pierre. Vous cherchez au mauvais endroit. Écoutez-moi, Pierre, la voix de Moreau se déforma légèrement alors qu'il parlait trop près de sa radio. Nous avons un visuel confirmé sur une casquette près de la rivière. C'est à 8 km au nord de votre position. Nous avons des équipes de recherche et de sauvetage qui s'y déploient maintenant. Nous n'avons pas les effectifs pour poursuivre des chimères parce qu'un ermite a vu un chien errant traîner des ordures. Ce ne sont pas des ordures, Nicolas, dit Pierre, sa patience s'amincissant comme la glace sur un étang au printemps. Les lacets sont doublement noués. Il y a des marques de traînée sur le talon. Le chien ne l'a pas mâché, il l'a porté. Il essaie de nous dire quelque chose. La radio crépita avec une forte rafale de statique avant que Moreau ne réponde, sa voix maintenant condescendante, de la manière dont on parle à un enfant confus ou à un parent sénile. Pierre, je respecte votre service, vraiment. Mais vous êtes seul sur cette crête depuis longtemps. Parfois, le silence joue des tours à un homme. Ce chien est un charognard. Il a probablement trouvé cette chaussure dans une benne à ordures il y a 3 jours et a simplement décidé de la laisser dans votre cour aujourd'hui. N'allez pas, je répète, n'allez pas errer dans les bois. Il y a un front orageux qui arrive. Je ne veux pas avoir à envoyer une équipe pour vous secourir aussi. Restez à l'intérieur. C'est un ordre direct. Moreau termina. La ligne devint silencieuse avec un dernier clic dédaigneux. Pierre fixa la radio, la lumière ambrée vacillant, se moquant de lui. Il avait été renvoyé, relégué au statut d'un vieil homme fou racontant des histoires de chiens magiques. Il relâcha le bouton de transmission, ses phalanges blanches. Il savait ce que pensait Moreau. Il pensait que Pierre n'était qu'une autre victime du temps, un homme dont l'esprit s'érodait avec le sol de la montagne. Mais Moreau ne voyait pas la chaussure. Moreau n'avait pas regardé dans les yeux de l'animal dehors. Soudain,
un son perça les lourds murs en bois du chalet. Il venait du perron. C'était Fantôme. Le chien était toujours là. Il ne s'était pas enfui. Il faisait les 100 pas devant la porte, ses griffes cliquant rythmiquement sur le bois. Et il faisait à nouveau ce son. C'était un gémissement, mais il était continu, aigu et tremblant. Il montait et descendait en une boucle frénétique. Pierre ferma les yeux. Le son lui fora le crâne. Ce n'était pas seulement le son d'un animal en détresse. Pour Pierre Dubois, c'était le son d'un souvenir qu'il avait passé 40 ans à essayer d'enterrer. Le chalet s'estompa. L'odeur de pain et de vieux café disparut, remplacée par la puanteur humide et pourrissante d'un sol de jungle. En 1971, l'air était épais de fumée et de l'odeur métallique du sang. Pierre était jeune alors, ses mains stables, ses yeux vifs. Il était accroupi derrière une bûche tombée, ajustant frénétiquement les cadrans d'une lourde radio de campagne. À côté de lui gisait Jean, le caporal Jean, le gamin de l'Ohio qui aimait parler de baseball et de la tarte aux pommes de sa mère. Jean saignait. La balle d'un tireur d'élite l'avait trouvé. Pierre cria dans le combiné, appelant à une extraction, à un médecin, à n'importe qui. Mais il n'y avait pas de voix à l'autre bout. Pas de Monique, pas de chef. Il n'y avait que du statique, un sifflement aigu et strident de bruit blanc. La fréquence était morte, la batterie était morte, ou peut-être que le monde était mort. Jean leva les yeux vers lui, ses yeux grands et suppliants, reflétant la panique que Pierre sentait monter dans sa propre poitrine. Jean essaya de parler, mais seul un sifflement sortit, un gémissement fin et aigu d'air s'échappant d'un poumon perforé. Le son du statique de la radio se mêlait au son de son ami mourant. C'était une harmonie de l'échec. Pierre était resté là, impuissant, écoutant le signal s'estomper jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence. Il avait survécu, mais une partie de lui était restée dans cette jungle, piégée dans la fréquence des fantômes. Pierre ouvrit les yeux, haletant comme s'il venait de refaire surface des profondeurs. Le son continuait depuis le perron. Le chien gémissait toujours. La tonalité était identique. C'était la fréquence du désespoir. C'était le son d'une vie signalant à l'aide, avant que la batterie ne s'épuise. Pierre regarda la radio sur son bureau. Elle était silencieuse. Moreau avait coupé la connexion. Moreau avait laissé le signal mourir. Non, murmura Pierre, sa voix basse, vibrant d'une intensité féroce et soudaine. Pas cette fois. Les tremblements dans ses mains s'arrêtèrent. Le brouillard du passé se dissipa, brûlé par une montée d'adrénaline et de détermination. Il n'était pas dans la jungle. Il était dans le massif des Bauges. Et il n'était pas impuissant. Il se leva, repoussant sa chaise d'un coup de pied. Il se dirigea vers l'armoire à fusil dans le coin et la déverrouilla avec une clé qu'il gardait à sa ceinture. Il y plongea la main et en sortit son fusil, une Winchester à levier qu'il gardait huilée et prête. Il vérifia la chambre, le clic-clac métallique de l'action résonnant de manière satisfaisante et solide dans la pièce silencieuse. Il attrapa une boîte de munitions et la fourra dans sa poche. Puis il se tourna vers le porte-manteau. Il prit la lourde veste en cuir marron, celle qu'il portait depuis son retour du service, celle qu'il avait protégée de décennies d'hivers alpins, et la jeta sur ses épaules. Le cuir était raide et froid, mais en la zippant, il sentit une transformation. Il enfilait son armure. Il reprenait le rôle qu'il avait abandonné. Il ramassa la chaussure rouge sur la table et la fourra dans la poche profonde de sa veste. Elle servirait de référence olfactive. C'était l'objectif de la mission. Pierre se dirigea vers la porte. Il s'arrêta une seconde, sa main planant au-dessus du bouton en laiton. Il savait ce qui l'attendait dehors. Une tempête approchait, un blizzard qui pourrait enterrer un homme en 1 heure. Il savait que ses genoux étaient faibles, que son cœur était fatigué, que le chef serait furieux. Mais dehors, le chien gémit à nouveau. « Je t'entends », pensa Pierre. « Je te reçois 5 sur 5. » Il ouvrit la porte d'un grand coup. Le vent froid le frappa comme un coup physique, fouettant ses longs cheveux sur son visage. Fantôme se retourna, sa fourrure argentée hérissée. Le chien cessa immédiatement de gémir. Il regarda le fusil dans la main de Pierre, puis le visage de Pierre. L'animal ne se recroquevilla pas, ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, Fantôme laissa échapper un aboiement bref et sec, un son de reconnaissance. Il baissa la tête,
tourna son corps vers le sud et fit quelques pas hésitants, regardant en arrière pour s'assurer que l'homme suivait. Pierre descendit du perron, ses bottes s'enfonçant dans la terre gelée. Il regarda vers les nuages sombres et menaçants qui tourbillonnaient au-dessus de la crête noire. « Allons-y, sergent, » dit Pierre au chien. Il commença à marcher, s'alignant sur le rythme de l'animal. Il laissa la radio derrière lui. Il laissa le chef derrière lui. Il se syntonisait maintenant sur une fréquence différente, une que seul lui et le chien argenté pouvaient entendre. Et cette fois, Pierre Dubois jura au ciel gris au-dessus de lui, il ne laisserait pas le signal mourir. Le chemin de gravier s'éloignant du chalet de Pierre Dubois n'était pas tant une route qu'une cicatrice taillée dans le flanc de la montagne. Il était étroit, bordé de pins imposants qui se balançaient de manière inquiétante dans le vent qui se renforçait. Pierre marchait d'un pas régulier et rythmé, son fusil en bandoulière, les yeux fixés sur la silhouette argentée du chien qui avançait devant lui. Fantôme ne courait plus. Il trottait, la tête haute, le nez frémissant alors qu'il humait l'air glacial. Toutes les quelques dizaines de mètres, il s'arrêtait, regardait Pierre en arrière et attendait que l'homme réduise la distance avant de repartir. C'était une conversation silencieuse, un partenariat qui se forgeait en temps réel. Mais il n'avait pas parcouru plus de 400 mètres lorsque le bruit d'un moteur approchant brisa la concentration silencieuse du matin. Pierre ne se retourna pas. Il connaissait ce son. C'était le gémissement lourd et laborieux d'un moteur V8 poussant un lourd châssis sur une pente raide. Des pneus crissèrent bruyamment sur les pierres meubles, éclatant et grinçant alors que le véhicule se rapprochait derrière eux. Le véhicule se rangea à côté de Pierre et ralentit jusqu'à ramper. C'était un véhicule de la gendarmerie blanc avec l'emblème doré et vert du département blasonné sur la portière. La vitre descendit avec un bourdonnement mécanique. Monsieur Dubois, appela une voix. Elle était jeune, ferme, mais teintée d'une hésitation qui trahissait un manque d'expérience. Vous devez vous arrêter. Pierre continua de marcher. Il ne regarda pas le conducteur. Je me promène, adjoint, dit-il, sa voix plate. C'est un pays libre, aux dernières nouvelles. Le véhicule de patrouille accéléra légèrement, coupant la route à Pierre et s'inclinant vers le fossé pour bloquer son passage. Les freins grincèrent doucement lorsque le véhicule s'arrêta. La portière du conducteur s'ouvrit et un jeune homme en sortit. C'était l'adjoint Lucas Garnier. Il ne semblait pas avoir plus de 25 ans, son uniforme impeccable et repassé, ses bottes polies à un point qui n'avait rien à faire sur un chemin de terre en montagne. Son visage était fraîchement rasé, ses yeux grands et bleus, actuellement remplis de l'anxiété d'un homme qui a reçu des ordres qu'il n'est pas sûr de pouvoir appliquer. Le chef Moreau m'a envoyé, dit Garnier en contournant l'avant du véhicule. Il ne porta pas la main à son arme, mais sa main plana près de sa ceinture, une habitude nerveuse. Il dit que vous interférez avec une enquête en cours. Il veut que vous retourniez à votre chalet. Il dit qu'une tempête arrive et qu'il ne peut pas se permettre d'envoyer des hommes pour vous sauver quand vous vous perdrez. Pierre s'arrêta. Il prit une profonde inspiration, laissant l'air glacial remplir ses poumons. Il regarda le jeune adjoint, le regarda vraiment. Il vit un bon gamin. Il vit un gamin qui voulait faire ce qui était juste, mais qui regardait le monde à travers un manuel au lieu de ses propres yeux. Fantôme s'était arrêté aussi. Le grand chien argenté se tenait à 10 mètres devant, observant le nouveau venu avec une intensité qui aurait fait reculer un homme moins courageux. Il ne grogna pas, mais son immobilité était un avertissement en soi. Lucas, dit Pierre, utilisant le prénom du garçon. Il avait connu le père de Lucas, un mécanicien en ville. Regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Garnier cligna des yeux, décontenancé par la question. Il leva les yeux. Des nuages. Sombres. La neige arrive. C'est exactement pourquoi vous devez rentrer chez vous, monsieur Dubois. Pierre secoua lentement la tête. Non. Tu vois la météo. Je vois un compte à rebours. Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit la chaussure rouge. Il la leva, la toile vive contrastant fortement avec le fond gris de la forêt. Moreau pense que c'est une ordure, dit Pierre. Il dit qu'un charognard l'a apportée. Regarde de plus près, adjoint. Il fit un pas vers Garnier, tendant la chaussure. Garnier hésita, puis se pencha. Regarde les lacets, ordonna Pierre. Doublement noués. Un nœud parfait et serré.
Un chien sauvage qui mâche une chaussure pour s'amuser aurait rongé ses lacets en quelques secondes. Il aurait arraché la languette. Regarde le talon. Pierre retourna la chaussure, pointant un doigt calleux sur la semelle en caoutchouc. Deux empreintes distinctes, dit Pierre. Des canines, en haut et en bas. Mais regarde l'angle. Ce ne sont pas des marques de perforation d'une morsure destinée à tuer ou à déchirer. Ce sont des marques de traînée. Une pression douce. Il l'a porté. Il n'a pas joué avec. Il me l'a apporté parce qu'il ne pouvait pas défaire le nœud pour l'enlever du pied qu'il essayait de sauver. Garnier fixa la chaussure. La logique était simple, médico-légale et indéniable. Il déglutit difficilement, sa pomme d'Adam se balançant. Ça ne veut pas dire qu'elle est par ici, monsieur Dubois. Le chien aurait pu la trouver à des kilomètres. Pierre baissa la chaussure et pointa vers Fantôme. Regarde le chien, Lucas. Garnier regarda. Fantôme se tenait sur une élévation de la route, le nez levé haut dans le vent, les narines dilatées, testant les courants d'air descendant de la crête. Qu'est-ce qu'il fait? Demanda Pierre. Il sent, offrit faiblement Garnier. Il piste à l'air, corrigea Pierre, sa voix tranchante et autoritaire. La plupart des gens pensent que les chiens de pistage gardent le nez au sol. C'est du pistage au sol. C'est pour les pistes qui datent de plusieurs heures. Mais quand un chien lève la tête comme ça, dans le vent, cela signifie que l'odeur est en suspension dans l'air. Cela signifie que la source est relativement proche et que le vent la lui apporte. Pierre se rapprocha de l'adjoint, envahissant son espace personnel, forçant le jeune homme à affronter la réalité de la situation. Le chef Moreau fouille les bords de la rivière parce qu'il a trouvé une casquette. Une casquette vole au vent, Lucas. Une casquette flotte sur l'eau. Une casquette bouge. Mais ce chien. Il est verrouillé. Garnier jeta un coup d'œil au véhicule où la radio crépitait de voix basse et indistincte de l'équipe de recherche à des kilomètres de là. Moreau a été précis, dit Garnier, sa voix se brisant légèrement. Il a dit que le chien n'est qu'un errant. Il a dit que je dois vous ramener. Pierre laissa échapper un rire bref et dur. C'était un son dénué d'humour. Moreau est assis dans un bureau chauffé à regarder une carte, dit Pierre. Je suis ici, à regarder une créature qui a survécu seule dans ces bois pendant 2 ans. Pierre se retourna et pointa un doigt vers Fantôme, qui gémissait maintenant doucement à nouveau, une vibration aiguë qui coupait le vent. Cet animal là-bas a 300 millions de récepteurs olfactifs dans son nez, adjoint, dit Pierre, sa voix tombant à un murmure graveleux qui portait plus de poids qu'un cri. Son cerveau est câblé pour traiter le monde d'une manière que vous et moi ne pouvons même pas comprendre. Il peut sentir la peur. Il peut sentir le cancer. Et en ce moment, il sent un enfant. Pierre se pencha, ses yeux se fixant sur ceux de Garnier. Alors tu dois te poser une question, mon garçon. Et tu dois y répondre maintenant. Fais-tu confiance à cette radio pleine de statique dans ta voiture, gérée par un homme qui s'inquiète de sa réélection? Ou fais-tu confiance à 300 millions d'années de biologie évolutive qui se tiennent juste là, sur cette crête? Le silence qui suivit fut lourd. Le vent sifflait à travers les aiguilles de pin, un son lugubre et solitaire. Garnier regarda la radio dans sa voiture, puis le vieil homme robuste à la veste de cuir, et enfin le chien argenté qui attendait, tremblant d'une anxiété qui semblait trop humaine. Garnier baissa les yeux sur ses bottes polies. Il déplaça son poids. Il regarda les nuages d'orage qui prenaient maintenant une teinte violacée au-dessus des pics. Si nous y allons, dit doucement Garnier, et que nous nous perdons, Moreau me virera. Si nous n'y allons pas, répondit doucement Pierre, et que cette petite fille meurt dans la neige, tu ne te le pardonneras jamais. Et aucun insigne ne vaut ça. Garnier resta immobile un long moment. Puis, lentement, il leva la main et détacha la radio de son épaule. Il passa la main par la fenêtre ouverte du véhicule et la posa sur le siège passager. Il se retourna vers Pierre. Il ne dit pas un mot. Il contourna simplement l'arrière du véhicule et ouvrit le coffre. Il en sortit une lourde veste tactique, une trousse de premier secours et une corde d'escalade enroulée. Il claqua le coffre. Le son résonna comme un coup de feu dans la vallée. Il enfila la veste par-dessus son uniforme, couvrant son insigne. Il regarda Pierre, la mâchoire serrée dans une ligne de maturité soudaine. Montrez le chemin, monsieur Dubois. Pierre hocha la tête.
C'était un petit mouvement de menton presque imperceptible, mais il portait un monde de respect. Il se retourna vers la crête. En avant, fantôme, commanda Pierre. Le berger argenté n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il se retourna, sa queue fouettant une fois en reconnaissance, et plongea dans les broussailles sur le côté de la route. Il ne prit pas le chemin facile. Il se dirigea droit dans les fourrés denses et épineux de la crête noire. Pierre le suivit, écartant les branches qui déchiraient son jean. Derrière lui, il entendit les pas lourds de l'adjoint Lucas Garnier quittant la sécurité de la route et s'engageant dans l'inconnu sauvage. Le trio s'enfonça dans l'ombre des arbres, juste au moment où le premier flocon de neige commençait à tomber. Il dériva lentement, atterrissant sur l'épaule de Pierre, d'un blanc éclatant sur le cuir marron usé. C'était un avertissement. Le compte à rebours avait commencé, et il marchait droit au cœur de la tempête. La transition de la route de gravier à l'intérieur de la crête noire ne fut pas progressive. Ce fut une plongée abrupte dans un monde qui semblait ancien et hostile. Un instant, Pierre Dubois et l'adjoint Lucas Garnier se tenaient sur un sol créé par l'homme, l'instant d'après, ils étaient avalés par un enchevêtrement dense de pins tordus et de sous-bois qui semblait leur en vouloir de leur intrusion. Le vent, ici, était différent. Sur la route, il avait poussé contre eux, à l'intérieur de la lisière des arbres, il tourbillonnait et se piégeait dans la canopée, créant un son creux et gémissant qui résonnait de toutes parts. La neige, qui n'était qu'une légère poussière sur l'accotement, commençait à tenir ici. Elle s'accrochait aux aiguilles des sapins et recouvrait les feuilles mortes sur le sol de la forêt, transformant le monde en une peinture monochrome de gris, de brun et de blanc. Fantôme n'hésita pas. Le berger allemand argenté se déplaçait avec une fluidité qui démentait sa taille. Il ne cherchait pas les sentiers de serre ou les trouées entre les arbres qu'un randonneur choisirait naturellement. Au lieu de cela, il plongea droit dans les fourrés les plus épais de framboisiers sauvages et d'aubépines. Pierre suivit sans se plaindre, resserrant sa veste en cuir autour de son cou. Il leva le bras pour protéger son visage en traversant un fourré de branches acérées et sans feuilles. Les épines s'accrochaient au cuir résistant, produisant des bruits de grattement comme des ongles secs sur un tableau noir. Derrière lui, Lucas Garnier luttait. « Pourquoi passons-nous par là » halta Garnier, se baissant sous une branche basse qui accrocha son gilet tactique. « Il y a un sentier de gibier à 10 mètres sur la gauche. Il est dégagé. Pourquoi nous traîne-t-il à travers les épines » Pierre s'arrêta une seconde, attendant que le jeune homme se démêle. Il ne regarda pas en arrière, ses yeux rivés sur la forme argentée qui se déplaçait devant eux. « Parce que nous ne suivons pas un randonneur, Lucas, dit Pierre, sa voix basse mais tranchant le vent. Nous suivons une enfant de 5 ans terrifiée. » Il pointa une main gantée vers le mur dense de ronces que Fantôme venait de traverser. Quand un enfant se perd dans les bois, la panique s'installe en quelques minutes. Son instinct n'est pas de trouver un chemin. Son instinct est de se cacher. Ils se sentent petits, alors ils cherchent de petits endroits. Ils rampent sous les buissons, ils se faufilent entre les rochers. Ils essaient de se rendre invisibles parce que les bois ressemblent à un monstre. Pierre se tourna pour faire face à l'adjoint. Son visage était rouge à cause du froid, mais ses yeux étaient calmes. Fantôme le sait. Il ne suit pas ses pieds. Il suit sa peur. Garnier se tut, hochant la tête une fois. Il ajusta son col et avança, suivant Pierre dans les broussailles. La leçon avait été donnée et reçue. Ils avancèrent encore 20 minutes dans un silence punitif. Le terrain devint plus escarpé, le sol sous la neige inégale et traître, avec des racines cachées. Les genoux de Pierre, endommagés par un saut au-dessus d'une canopée de jungle en 1971, commencèrent à lancer une douleur sourde et rythmique. Il serra les dents et se força à suivre le rythme implacable du chien. Soudain, Fantôme s'arrêta. Le chien se figea devant un épais fourré de rosiers sauvages, leurs tiges couvertes d'épines acérées comme des aiguilles. Il tourna lentement la tête pour regarder Pierre, puis plongea son nez vers une branche déchiquetée unique à environ 60 cm du sol. Pierre s'approcha lentement. Il s'agenouilla dans la neige, ignorant la protestation de ses articulations. Il se pencha près de l'endroit que le chien indiquait. Là, accroché à une épine en forme de crochet, se trouvait un minuscule lambeau de tissu. Il n'était pas plus grand qu'un timbre-poste, un morceau de jean effiloché avec une touche de couture rose. Il flottait frénétiquement dans le vent, un petit drapeau désespéré revendiquant ce territoire hostile. Pierre tendit la main et le décrocha délicatement. Il le leva à la lumière grise.
Jean, murmura Pierre. Couture rose. Il se tourna vers Garnier, qui respirait lourdement derrière lui. Le rapport de disparition dit ce que Manon portait? Garnier fouilla la poche de sa veste, sortant un petit carnet. Il l'ouvrit, ses doigts maladroits à cause du froid. Ah, oui. Un jean bleu avec des broderies roses sur les poches, un anorak violet et des baskets rouges. Pierre referma la main sur le morceau de tissu. Ce n'était pas une casquette trouvée à des kilomètres près d'une rivière. C'était un morceau de la vérité, ici même, au milieu de nulle part. Elle est passée par ici, dit Pierre. Nous sommes sur la bonne voie. Garnier regarda le tissu, puis le chien. Le scepticisme qui avait assombri son visage plus tôt avait disparu, remplacé par une prise de conscience naissante de ce à quoi ils avaient affaire. Il savait, murmura Garnier. Il savait exactement où elle a accroché son pantalon. Il fait son travail, dit Pierre en se relevant. Faisons le nôtre maintenant. Ils continuèrent. La neige commença à tomber plus fort, les flocons devenant plus gros et plus lourds. Le sol était maintenant entièrement recouvert d'un drap blanc, masquant les dangers du sol forestier. Le monde rétrécissait, la visibilité diminuant à chaque minute qui passait. Alors qu'ils gravissaient une crête escarpée, les yeux de Pierre, entraînés à repérer les plus petites irrégularités d'un paysage, captèrent une tache de couleur sur la neige blanche immaculée. C'était rouge. D'abord, son cœur martela contre ses côtes. Il pensa que c'était une autre chaussure ou, pire, un morceau de l'anorak violet. Mais en s'approchant, il réalisa que le rouge était liquide. C'était une seule goutte de sang parfaite, d'un cramoisi éclatant sur la neige blanche et crue. Pierre s'arrêta. Il scruta le sol devant lui. Il y avait une autre goutte à 1 mètre, puis une autre, une traînée de miettes de pain rouge menant en haut de la pente. C'est elle? Demanda Garnier, la voix tendue par l'effroi. Est-elle blessée? Pierre s'accroupit, examinant le sang. Il était frais. Il n'avait pas encore gelé. Il regarda le motif. Les gouttes étaient rythmiques, tombant à droite de la piste centrale. Non, dit Pierre, un velours se formant dans son estomac. Ce n'est pas elle. Il leva les yeux. Fantôme était à 10 mètres devant, faisant une pause au sommet de la crête pour les attendre. Le chien se découpait en silhouette contre le ciel orageux, une figure majestueuse et fantomatique. Mais même à cette distance, Pierre pouvait voir un léger tremblement dans la patte arrière gauche de l'animal, la patte qui portait la vieille cicatrice. Pierre se dépêcha d'avancer, se déplaçant plus vite que ses propres jambes ne le voulaient. Fantôme, appela-t-il. Reste. Le chien tourna la tête mais ne s'assit pas. Ses yeux ambrés étaient remplis d'une énergie frénétique. Il déplaça son poids, soulevant sa patte arrière gauche du sol pendant une seconde avant de la reposer. Pierre atteignit le chien et tomba à genoux dans la neige. Laisse-moi voir, ordonna doucement Pierre. Il tendit la main vers la patte gauche du chien. Fantôme tressaillit, une ondulation de tension musculaire parcourant son échine, mais il laissa Pierre le toucher. Pierre écarta la neige du jarret du chien. Le vieux tissu cicatriciel, une épaisse ligne de peau rose et sans poils d'une bataille oubliée depuis longtemps, s'était ouvert. Le terrain accidenté, la montée brutale et le froid glacial avaient été trop durs. La blessure était à vif et irritée, suintant du sang frais qui goûtait régulièrement sur la glace. Chaque pas que l'animal faisait devait être une agonie, une douleur déchirante et brûlante à chaque poussée vers le haut. Le cœur de Pierre se brisa un peu. Il connaissait cette douleur. Il savait ce que c'était que de pousser un corps au-delà de ses limites parce que la mission l'exigeait. Doucement, soldat, murmura Pierre. Il chercha un mouchoir dans sa poche. Laisse-moi penser ça. Nous devons nous arrêter 1 minute. Il s'apprêta à envelopper le tissu autour de la patte. Un son bas et vibrant gronda dans la poitrine de Fantôme. C'était un grognement. Pierre se figea. Il leva les yeux. Fantôme ne le regardait pas avec agressivité. Ses oreilles n'étaient pas plaquées en arrière. Il regardait Pierre avec un désespoir pur et sans mélange. Le grognement n'était pas une menace. C'était un refus. Le chien retira sa patte de l'emprise de Pierre. Il recula d'un pas, trébuchant légèrement, puis retrouva son équilibre. Il regarda vers le sud,
dans le rideau blanc aveuglant du blizzard qui approchait, et laissa échapper un aboiement sec. Il dit non, dit doucement Garnier. Il se tenait au-dessus d'eux, fixant le chien avec des yeux écarquillés. Il sait que nous perdons du temps, dit Pierre, remettant le mouchoir dans sa poche. Il sait que la tempête va enterrer son odeur. Fantôme n'attendit pas la permission. Il se retourna et se lança de nouveau sur la piste. Il boitait lourdement maintenant, sa démarche inégale, son corps s'affaissant à chaque impact de sa patte gauche. Mais sa vitesse ne diminua pas. Au contraire, il se déplaçait plus vite, poussé par une volonté qui transcendait les os et les muscles. Pierre le regarda partir, observant les nouvelles gouttes de sang peindre une ligne sur la neige. Il se blesse pour la trouver, dit Garnier, sa voix feutrée, respectueuse. Je pensais que ce n'était qu'un errant. Pierre se releva, essuyant la neige de son jean. Ce n'est pas un errant, adjoint, dit Pierre, sa voix épaisse d'émotion. C'est un éclaireur. Et il vient de décider que la mission est plus importante que sa jambe. Pierre ajusta son fusil, ignorant la douleur dans ses propres genoux. Allons-y, Lucas. Nous devons suivre. Il ne s'arrêtera pas pour nous. Ils s'enfoncèrent dans le vide blanchissant devant eux. Le chien argenté devint un flou, un fantôme en effet, laissant derrière lui une traînée de rouge qui témoignait d'une loyauté qu'aucune main humaine n'aurait pu lui apprendre. Le vent hurlait, essayant d'effacer leur présence, mais tous les trois, le vieux soldat, le jeune adjoint et le gardien blessé, marchaient, liés par le sang sur la neige. Le monde ne changea pas seulement, il disparut. Un instant, Pierre pouvait voir la silhouette voûtée et déterminée de Fantôme à 10 mètres devant lui, l'instant d'après, un mur de fureur blanche s'abattit sur la crête noire, effaçant les arbres, le sol et le ciel. Le blizzard était arrivé, non pas avec un murmure, mais avec une violence qui semblait personnelle. Le vent rugissait comme un train de marchandises déraillé, un cri assourdissant et continu qui coupait le souffle. Pierre s'arrêta, protégeant ses yeux avec une main gantée. Il ne voyait plus la piste de sang. Il voyait à peine le bout de son propre fusil. « Lucas !» cria Pierre, mais le son fut instantanément avalé par la tempête. Il se tourna, plissant les yeux à travers les cristaux de glace piquants. Une forme émergea du vide blanc derrière lui, l'adjoint Garnier, plié en deux contre le vent, agrippant les sangles de son gilet tactique comme si elles étaient les seules choses qui le retenaient à la terre. « Nous devons nous abriter !» hurla Pierre, saisissant le jeune homme par l'épaule pour s'assurer qu'il était entendu. « Nous ne pouvons pas survivre à ça à découvert. » Garnier hocha frénétiquement la tête, son visage un masque de peau rouge brûlée par le vent et de cils incrustés de glace. Mais où était le chien? Fantôme! Beugla Pierre, se retournant vers l'abîme blanc. Fantôme! Une forme sombre et basse se matérialisa aux genoux de Pierre. Le berger argenté pressa son corps contre la jambe de Pierre, cherchant la stabilité dans le chaos. L'animal tremblait violemment, son pelage emmêlé de glace, sa jambe blessée tremblant sous le poids de son corps. Il leva les yeux vers Pierre, ses yeux ambrés plissés contre le froid mordant, et poussa la main de Pierre avec un nez humide et glacial. Le chien tourna la tête vers la droite, vers une fissure sombre dans la falaise de granit qui se dressait, à peine visible à travers la tempête. C'était une fissure dans la montagne, une gorge étroite de pierre qui promettait un abri. Pierre tapa sur l'épaule de Garnier et pointa. Ils trébuchèrent vers la paroi rocheuse, glissant sur la glace cachée sous la neige fraîche. Il leur fallut chaque once de leur force restante pour parcourir les 20 derniers mètres. Ils se faufilèrent à travers l'ouverture étroite, éraflant leurs vestes contre la pierre rugueuse, et s'effondrèrent sur le sol sec et poussiéreux d'une petite grotte. Le silence fut soudain et choquant. Dehors, la tempête faisait rage avec une fureur apocalyptique, mais à l'intérieur du rocher, le vent était réduit à un faible gémissement lugubre à l'entrée. L'air était encore glacial, mais la morsure mortelle du refroidissement éolien avait disparu. Pierre s'assit, le dos contre la paroi de pierre froide, haletant. Ses poumons brûlaient, ses genoux semblaient remplis de verre brisé. À côté de lui, Garnier se laissa glisser en position assise, la tête renversée, la poitrine soulevée. Au centre du petit espace, Fantôme gisait sur le côté. Il ne se mit pas en boule, il était allongé à plat, haletant faiblement, sa patte arrière gauche étendue maladroitement. Pierre fouilla dans sa poche et sortit son briquet Zippo argenté. D'un clic métallique sec, il fit tourner la molette. Une petite flamme orange jaillit,
projetant des ombres dansantes sur les parois de la grotte. L'odeur de l'essence à briquet se mêla à celle de la laine mouillée et de la terre humide. « Tiens ça » murmura Pierre en tendant le briquet à Garnier. Garnier prit la flamme, ses mains tremblantes. Il la tint haute, illuminant la petite caverne. Pierre rampa jusqu'à Fantôme. Le chien leva la tête, un faible grondement commençant dans sa poitrine, mais il ne montra pas les dents. Il était épuisé. « Je sais, mon pote, je sais que ça fait mal », murmura doucement Pierre. Il posa une main ferme sur l'épaule du chien, le pressant doucement vers le bas. Fantôme céda, posant sa tête sur la terre. Pierre se déplaça vers la jambe blessée. À la lumière orange vacillante, les dégâts semblaient horribles. Le vieux tissu cicatriciel s'était complètement déchiré, révélant une chair à vif qui suintait du sang et du sérum. Pierre attrapa la trousse de premier secours que Garnier avait apportée. Il en sortit une bouteille d'antiseptique et un rouleau de gaz. « Ça va piquer », prévint Pierre. Il versa le liquide sur la blessure. Le corps de Fantôme se raidit. Un jappement aigu s'échappa de sa gorge, résonnant sur les parois de pierre, suivi d'un gémissement guttural. Mais le chien ne mordit pas. Il enfouit son museau dans la terre, endurant la douleur avec un stoïcisme qui faisait honte à la plupart des hommes que Pierre connaissait. Pierre travailla rapidement, enroulant la gaze serrée, bandant la jambe avec des mouvements efficaces et habitués. « Vous avez déjà fait ça » dit doucement Garnier, observant les mains de Pierre. « Pas sur un chien, mais vous avez rafistolé des gens. » Pierre noua le bandage et s'assit, essuyant ses mains ensanglantées sur son jean. Il tendit la main et caressa la tête de Fantôme. Le chien laissa échapper un long soupir et ferma les yeux, se permettant enfin de se reposer. « 1971, dit Pierre, sa voix dérivant dans l'ombre. Au plateau du centre. Garnier baissa légèrement le briquet, la flamme illuminant le visage robuste de Pierre. Les profondes rides autour de ses yeux semblaient gravées plus profondément par la lueur du feu. « C'est là que vous avez appris pour les radios » demanda Garnier. « Vous avez parlé du statique tout à l'heure. » Pierre regarda la flamme. Il resta silencieux un long moment, écoutant le vent hurler à l'extérieur de la grotte. « Il s'appelait Jean » commença Pierre, sa voix rauque. Il avait 20 ans, de l'Ohio. Il avait un rire qui pouvait vous faire oublier où vous étiez. Nous étions en reconnaissance, juste une petite équipe, au plus profond de la brousse. Nous sommes tombés dans une embuscade. Pierre déplaça son poids, resserrant sa veste en cuir autour de lui. Nous nous sommes mis à l'abri derrière un arbre tombé. Jean a pris une balle dans la poitrine. C'était grave. Je l'ai ramené. J'ai pris la radio pour appeler une évacuation sanitaire. Pierre marqua une pause, ses yeux vitreux, voyant une autre jungle, sentant une autre humidité. J'ai serré le combiné, j'ai hurlé à l'aide. Mais la radio. Elle avait pris un coup aussi. Ou peut-être que la batterie était morte, je ne sais pas. Tout ce que j'ai entendu, c'était du statique. Juste un sifflement. Il imita le son, un murmure creux et obsédant dans la grotte. Jean m'a regardé. Il savait. Il m'a vu frapper cette radio, essayant d'obtenir un signal. Il a attrapé mon poignet, ses mains couvertes de son propre sang. Il m'a regardé dans les yeux et il a murmuré, « C'est bon, Pierre. Ne t'inquiète pas » et puis le statique s'est arrêté. Et lui aussi. Le silence dans la grotte était lourd, épais du poids d'un fantôme de 50 ans. Fantôme bougea dans son sommeil, laissant échapper un léger grognement. Quand j'ai entendu ce chien ce matin, continua Pierre, hochant la tête vers l'animal endormi, quand il s'est tenu sur mon perron et a gémi, c'était exactement la même tonalité. Ça sonnait exactement comme cette radio morte. Ça sonnait comme un signal qui s'évanouit. Pierre leva les yeux vers Garnier. Les yeux du jeune adjoint étaient grands ouverts, reflétant la petite flamme, remplis d'une nouvelle compréhension. Il ne regardait plus un ermite fou. Il regardait un homme qui portait une montagne sur ses épaules depuis un demi-siècle. « Je n'ai pas pu sauver Jean » murmura Pierre. « Je n'ai pas pu faire passer le signal. Mais aujourd'hui. » Il tendit la main et la posa sur le flanc de Fantôme, sentant la montée et la descente lente et régulière de la respiration du chien. « Aujourd'hui, la radio fonctionne » dit fermement Pierre. « Ce chien est le signal. Et je ne vais pas le laisser se transformer en statique. Pas encore.
Garnier le fixa un moment, puis hocha lentement la tête. Il referma le couvercle du zippo d'un clic sec, les plongeant dans l'obscurité. « Économisons le carburant », dit Garnier dans le noir. « On pourrait en avoir besoin plus tard. » L'obscurité était absolue, mais le froid était une présence physique, s'insinuant dans leurs vêtements, cherchant leur peau. « Nous devons conserver la chaleur, » dit Pierre. Il se rapprocha du chien. Il se manœuvra de manière à avoir le dos contre le mur et tira le corps lourd et couvert de fourrure de fantôme contre son flanc. Le chien grogna d'appréciation et pressa son dos contre la poitrine de Pierre. Garnier hésita une seconde, puis se rapprocha en traînant des pieds. Dans la hiérarchie de la survie, il n'y a ni grade, ni âge, ni espèce. Il n'y a que le chaud et le mort. Le jeune adjoint pressa son épaule contre l'autre côté de Pierre, blotti tout contre. Pierre dézippa sa lourde veste en cuir et en étendit un côté sur le chien et l'autre sur le bras de l'adjoint. Trois mâles, un vieux, un jeune, un sauvage, blottis ensemble dans le ventre noir de la montagne. Pierre appuya sa tête contre la pierre. Il pouvait sentir le battement de cœur rapide et fort du jeune homme à sa droite, et le battement de cœur plus lent et rythmé du chien-loup à sa gauche. Pour la première fois en 40 ans, le statique dans la tête de Pierre commença à se dissiper. Le vent hurlant à l'extérieur ne pouvait pas les atteindre ici. Ils étaient une meute maintenant. Et le matin, si la tempête se calmait, ils finiraient la mission. « Dors un peu, Lucas » murmura Pierre dans le noir. « Nous partons à la première lueur. »« Oui, mon adjudant » répondit Garnier. Et dans l'obscurité de la crête noire, Pierre Dubois ferma les yeux et trouva enfin un moment de paix. Pierre Dubois se réveilla dans le silence. Ce n'était pas le silence paisible d'un matin de montagne, mais le calme lourd et menaçant qui suit une grande violence. Le vent hurlant qui avait battu le flanc de la montagne toute la nuit avait cessé. Il ouvrit les yeux dans une obscurité absolue. L'air à l'intérieur de la petite grotte était froid, mais pas glacial, réchauffé par les corps des trois êtres blottis ensemble. Il sentit un poids lourd sur sa poitrine et réalisa que c'était la tête de fantôme. Le grand chien argenté respirait lentement, son corps détendu dans le sommeil. De l'autre côté, l'adjoint Garnier ronflait doucement, un son de jeunesse épuisée. Pierre resta allongé un moment, laissant ses articulations raides se réveiller. Il bougea lentement son bras gauche, faisant attention de ne pas réveiller les autres, et approcha son poignet de son visage. Il appuya sur un bouton de sa montre numérique, et une petite lumière verte illumina le cadran. Il était 6h30 du matin. Il se redressa lentement, son dos craquant en signe de protestation. Le mouvement dérangea Fantôme, qui leva la tête d'un coup, ses yeux ambrés reflétant la faible lueur verte de la montre. « Bonjour, sergent » murmura Pierre, sa voix graveleuse par manque d'usage. « Il est temps de se mettre au travail. » Il tendit la main et secoua doucement l'épaule de Garnier. L'adjoint se réveilla en sursaut, haletant et cherchant son étui vide avant de se souvenir où il était. « Doucement, Lucas, c'est juste moi » dit doucement Pierre. La tempête est passée. Garnier s'assit, se frottant les yeux, son visage pâle dans la pénombre. « C'est fini ?» Pierre rampa jusqu'à l'entrée de la grotte et écarta une congère de neige qui avait bloqué l'entrée. Un rayon de soleil aveuglant, pur et non filtré, trancha l'obscurité, le forçant à plisser les yeux. Il se fraya un chemin à l'air libre. Le monde avait été refait pendant la nuit. La crête noire était ensevelie sous 60 cm de poudreuse blanche, fraîche et immaculée. Le ciel au-dessus était d'un bleu brillant et dur, sans nuages et impitoyable. L'air était immobile et intensément froid, si vif qu'on avait l'impression d'inhaler des aiguilles. « La tempête est partie » dit Pierre, resserrant sa veste en cuir. Mais le compte à rebours continue. Garnier sortit en trébuchant de la grotte derrière lui, clignant des yeux contre l'éblouissement. Il regarda autour de lui, son visage enregistrant l'immense changement du paysage. « Où est Fantôme » demanda Garnier. Pierre se retourna. Le chien ne les avait pas suivis immédiatement. « Fantôme » appela Pierre. Un instant plus tard, le berger allemand argenté émergea de l'ouverture de la grotte, mais quelque chose n'allait pas. Il ne bondit pas avec son énergie habituelle. Il se traîna, ses pattes avant griffant la neige, tirant son lourd corps tandis que ses pattes arrière traînaient inutilement derrière lui, laissant un large sillon dans la poudreuse fraîche. Le cœur de Pierre martela dans sa poitrine. « Fantôme » Le chien s'arrêta, haletant lourdement.
Il leva les yeux vers Pierre, ses yeux remplis d'un mélange de douleur et d'excuses. Il essaya de se lever, ses muscles se tendant. Il parvint à soulever son arrière-train de quelques centimètres du sol, mais ses jambes tremblèrent violemment puis s'effondrèrent sous lui. Un faible grognement guttural d'agonie s'échappa de sa gorge. Pierre se précipita à ses côtés, tombant à genoux dans la neige. « Que s'est-il passé » demanda Garnier, la voix paniquée. C'était le froid ? Ses jambes ont gelé ? Pierre retira son gant et passa la main sur les pattes arrière du chien. Elles n'étaient pas gelées. Elles étaient chaudes au toucher, enflées et fiévreuses sous l'épaisse fourrure. Les bandages que Pierre avait appliqués la veille étaient en lambeaux, imbibés de sang frais et de liquide clair. « Ce n'est pas le froid, » dit Pierre, sa voix creuse. Il se leva et regarda autour de lui. Il regarda le chien étendu, impuissant, dans la neige. Il regarda la piste de sang qu'ils avaient suivie hier. Et puis il regarda droit devant, là où le chien fixait. Fantôme était couché sur le ventre, la tête levée, regardant intensément un point à une cinquantaine de mètres devant, où le sol de la forêt semblait s'effondrer dans le néant. « Il veut que nous allions là-bas, » dit Pierre. « Il ne peut pas y arriver. Il est fini. » La prise de conscience frappa Pierre avec la force d'un coup physique. Il regarda Garnier. « Reste avec lui. Tiens-le au chaud. » Pierre marcha vers le bord. La neige était profonde ici, s'accumulant contre un obstacle caché. Il se fraya un chemin à travers la poudreuse jusqu'à ce que le sol disparaisse soudainement sous ses pieds. Il s'arrêta, regardant par-dessus le précipice. C'était un ravin, une entaille profonde et étroite dans la terre, d'environ 12 mètres de large et 18 de profondeur. Le fond était un enchevêtrement de rochers massifs et de bois tombés, partiellement obscurcis par des congères. Les parois du ravin étaient presque verticales, des faces de granit abruptes, lisses de glace et saupoudrées de neige. Pierre scruta le bord. La neige fraîche avait tout recouvert, mais en regardant de plus près, au bord même de la falaise, il vit quelque chose. C'était une éraflure sur la pierre, une entaille profonde et déchiquetée où quelque chose de pointu avait désespérément creusé pour trouver une prise. Il baissa les yeux. Environ 3 mètres sous le bord, un petit genévrier poussait dans une fissure de la roche. Ses branches étaient cassées et tordues vers le bas. Pierre se pencha davantage, ignorant le vertige qui lui montait à la tête. Il regarda la paroi de la falaise directement sous l'endroit où il se tenait. C'était impossible, mais les preuves étaient là, des éraflures sur la paroi rocheuse, des racines cassées, des plaques où la mousse avait été arrachée. Pierre recula du bord, son esprit tourbillonnant alors que les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté terrifiante. Il retourna là où Garnier était agenouillé à côté de Fantôme. Le chien gémissait doucement maintenant, un son continu et aigu de frustration et de désespoir. Il essayait sans cesse de se pousser en avant avec ses pattes avant, traînant son arrière-train inutile d'1 centimètre à la fois vers le ravin. « Lucas, » dit Pierre, sa voix calme. « Regarde-le. » Garnier leva les yeux après avoir caressé la tête du chien. « Quoi ? Il est blessé. Nous devons le porter. »« Non, » dit Pierre. « Regarde où il essaie d'aller. » Pierre pointa vers le bord de la falaise. « Il essaie de redescendre. »« Redescendre » demanda Garnier, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Pierre saisit le jeune adjoint par l'épaule, le forçant à regarder le chien, à le regarder vraiment. « Hier, quand il est venu à mon chalet, » dit Pierre, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche, il ne signalait pas seulement une enfant perdue. Il signalait une enfant qu'il ne pouvait pas sortir. Pierre regarda vers le ravin. « Elle est tombée là-dedans, Lucas. Il y a 2 jours. Et ce chien, cet animal, est descendu là-dedans avec elle. » Les yeux de Garnier s'écarquillèrent. Mais s'il était là-dedans, comment en est-il sorti? Pierre regarda Fantôme, gisant brisé dans la neige. Il regarda les bandages en lambeaux et les jambes enflées et ruinées. « Il a grimpé » murmura Pierre. Il pointa vers la falaise abrupte. « Il a escaladé une paroi rocheuse verticale de 18 mètres avec une mauvaise jambe. Il a griffé ce granit couvert de glace pour venir me chercher. Parce que je lui donnais des restes de viande. Parce qu'il pensait que je pouvais aider. » Pierre s'agenouilla à côté du chien. Il posa une main sur la massive tête argentée. Fantôme se pencha contre le contact, ses yeux se fermant. Cette escalade.
Elle a détruit ses jambes, dit Pierre, sa voix épaisse d'émotion. Il a déchiré chaque muscle, chaque tendon qui lui restait pour gravir ce mur. Il a sacrifié sa capacité à marcher pour nous apporter cette chaussure. Pierre se releva. Une résolution froide s'installa en lui, plus dure que n'importe quelle glace sur la montagne. Il a fait sa part, dit Pierre à Garnier. Il a tout donné. Maintenant, c'est notre tour. Pierre retourna au bord du ravin. Il déposa son fusil contre un arbre. Il commença à dérouler la lourde corde d'escalade que Garnier avait apportée. Elle est là-dedans, dit Pierre, sa voix résonnant dans l'air glacial. Et nous allons la chercher. Il jeta un dernier regard à Fantôme. Le grand chien avait cessé de se débattre. Il gisait immobile, observant Pierre avec une expression de confiance absolue. « Tiens bon, sergent, murmura Pierre. On y va. » Il attacha la corde à un pin épais, jeta les anneaux par-dessus le bord et enfila son harnais. Il regarda une dernière fois dans l'abîme, puis se pencha en arrière dans le vide et commença sa descente dans le cœur gelé de la montagne. La corde était une veine synthétique mince reliant deux mondes. Au-dessus, la blancheur aveuglante de la crête de la montagne où l'adjoint Garnier se tenait en point d'ancrage. En dessous, la gorge ombragée du ravin, un lieu de rochers déchiquetés et de silence ancien où le soleil n'avait pas encore touché. Pierre Dubois se pencha en arrière dans son harnais, faisant confiance au nylon avec une foi qui semblait contre nature pour un homme qui ne comptait que sur lui-même. Ses bottes cherchaient une prise sur la paroi de granit. La roche était glissante, recouverte d'un vernis de glace claire qui se brisait sous ses talons à mesure qu'il descendait. « Doucement, Lucas, vas-y doucement », cria Pierre, bien que le vent emporte les mots avant qu'il ne puisse monter de plus de quelques pieds. Il fit passer la corde dans son mousqueton, se descendant progressivement. La descente était brutale pour son corps. Ses épaules hurlaient de tension, et son mauvais genou, le souvenir d'un saut dans la jungle en 1971, lançait une douleur profonde et écœurante. Mais il repoussa la douleur dans une petite boîte verrouillée au fond de son esprit. Il l'avait déjà fait. Il le ferait maintenant. Le fond du ravin monta à sa rencontre. C'était un cimetière chaotique de bois tombés et de rochers de la taille de voitures, tous enveloppés dans de profondes congères de neige. Pierre atterrit. Il se détacha de la ligne principale mais garda la longe de sécurité attachée. Le silence ici était profond, amplifié par les hautes parois de pierre qui l'enfermaient. « Manon !» appela-t-il. Sa voix résonna, rebondissant dur et métallique sur les falaises. « Manon, ma chérie, tu m'entends ?» Il n'y eut pas de réponse, seulement le léger déplacement de la neige se déposant sur les branches de pin. Pierre scruta la zone. Il se déplaçait maladroitement, pataugeant dans des congères jusqu'à la taille, ses yeux passant d'une ombre à l'autre. Fantôme avait fixé cet endroit précis. Le chien avait été catégorique. Elle devait être là. Il contourna un énorme rocher couvert de mousse qui avait roulé du bord il y a des siècles. En dessous, formé par la courbure de la roche et les racines enchevêtrées d'un cèdre renversé, se trouvait un petit creux sombre. Il était protégé du vent et partiellement abrité de la neige. Pierre tomba à genoux et alluma sa lampe de poche dans la cavité. Là, blotti dans le coin le plus profond du creux, se trouvait une petite forme enveloppée dans un anorak violet sale. « Manon » haleta Pierre. Il rampa dans le creux. La fille était recroquevillée en une boule serrée, les genoux ramenés à la poitrine, la tête baissée. Elle était immobile. Pierre tendit une main tremblante et toucha sa joue. Elle était froide, terriblement froide, comme du marbre. Mais alors que ses doigts effleuraient son cou, il le sentit. Un pouls. Il était faible, filant et lent, mais il était là. Elle était en vie. Pierre expira un souffle tremblant qui libéra une fraction de la tension qu'il portait. Il commença à la vérifier pour des blessures. Sa respiration était superficielle. Elle était en hypothermie profonde. Mais alors que Pierre manœuvrait pour la soulever, sa main effleura le sol sous elle. Il s'arrêta. Le sol du creux n'était pas de la pierre froide ou de la terre humide. Il était doux. Pierre éclaira le sol avec sa lampe. Il fixa, sa gorge se serrant d'une émotion soudaine et écrasante. La terre sous la petite fille avait été raclée pour enlever la neige et les feuilles mouillées. À leur place se trouvait une épaisse couche emmêlée d'aiguilles de pin sèche et de mousse, soigneusement rassemblée et empilée pour créer un lit. Et tissée dans la literie,
couvrant presque chaque centimètre carré du nid improvisé, se trouvaient des touffes de fourrure argentée. Il y en avait des paquets partout, un sous-poil épais et isolant, perdu par poignées. Pierre réalisa la vérité, et cela lui mit les larmes aux yeux, qui gelèrent instantanément sur ses cils. Fantôme ne lui avait pas seulement rendu visite. Il ne l'avait pas seulement vérifié. Le grand chien argenté avait enroulé son corps massif autour de cette petite fille. Il l'avait enveloppée de sa propre chaleur, pressant sa fourrure contre elle, partageant la chaleur de son corps pour tenir la nuit glaciale à distance. La fourrure sur le sol était celle qu'il avait perdue à cause du stress et du frottement en la gardant près de lui. Il est resté avec elle, murmura Pierre au rocher silencieux. Il est resté jusqu'à ce qu'elle s'endorme, et il n'est parti que lorsqu'il a su qu'elle ne se réveillerait pas sans aide. La petite fille bougea. Ses paupières papillonnèrent, encroûtées de glace. Loulou, murmura-t-elle, sa voix à peine un fantôme de son. Pierre se pencha, écartant les cheveux de son front. Loulou m'a envoyé, Manon. Je suis là pour te ramener à la maison. Il agit rapidement maintenant. L'adrénaline s'estompait et le froid s'insinuait. Il sortit un harnais de sauvetage spécialisé de son sac et y attacha Manon, la fixant fermement à sa propre poitrine. Elle était un poids mort, molle et épuisée. Pierre activa sa radio, priant pour que le signal atteigne le bord à 12 mètres au-dessus. Lucas, je l'ai. Elle est en vie. Prépare-toi à hisser. La radio crépita. Reçu. Dieu merci. Je vous remonte. Pierre agrippa la corde. Il remonta les premiers mètres de la falaise, se penchant en arrière pour laisser le harnais supporter leur poids combiné. Tirez! Cria Pierre. La corde se tendit, lentement, douloureusement. Ils commencèrent à monter. Sur les 6 premiers mètres, l'ascension fut régulière. Pierre utilisait ses jambes pour se pousser contre la paroi rocheuse, les guidant autour des pierres saillantes et des plaques de glace. Il pouvait sentir le souffle superficiel de Manon contre son cou. Mais la nature n'en avait pas fini avec eux. Alors qu'ils approchaient du bord du ravin, un son rugit dans le canyon. Une rafale de vent soudaine et violente, canalisée par les parois rocheuses, les frappa comme un marteau physique. Pierre se balança sauvagement, ses bottes cherchant une traction sur une plaque de glace noire. Il percuta la paroi de granit, protégeant Manon de son propre corps. L'impact lui coupa le souffle. Il haleta, essayant de retrouver son équilibre, mais son mauvais genou, celui qu'il avait à peine soutenu pendant la montée, céda finalement. Une sensation de déchirure aiguë explosa dans son articulation. Sa jambe se déroba complètement. Pierre cria, un son brut de douleur qui résonna le long de la corde. Il perdit pied, sa botte glissa de la roche, et soudain, lui et la fille pendaient dans le vide, tournant lentement dans le vent hurlant. « Lucas !» hurla Pierre. « Mon genou. Je ne peux pas grimper. Je ne peux pas aider. » Au-dessus de lui, la corde sursauta. Pierre resta suspendu, impuissant. Il était un poids mort de 80 kilos, plus les 20 kilos de l'enfant et de l'équipement. Il était suspendu au-dessus d'une chute mortelle, incapable de se pousser contre le mur, incapable d'aider l'homme au-dessus. Tout reposait sur l'adjoint. Là-haut sur la crête, Lucas Garnier enfonça ses talons dans la neige profonde. Il n'était pas un homme grand. Il était jeune, mince et, jusqu'à aujourd'hui, non testé. Le poids sur la corde menaçait de le faire basculer par-dessus bord. Le vent lui fouettait le visage, l'aveuglant de poudrerie. Pierre sentit la corde glisser de quelques centimètres. Son cœur s'arrêta. Si Lucas lâchait, si sa force venait à manquer, ils tomberaient tous. Pierre leva les yeux. Il ne pouvait pas voir l'adjoint, seulement la ligne tendue disparaissant par-dessus le bord enneigé. « Tirez, mon garçon !» rugit Pierre, sa voix se brisant. « Tu dois tirer. Ne lâche pas !» Sur la crête, Lucas Garnier laissa échapper un rugissement guttural. Il enroula la corde autour de sa taille, s'ancrant plus profondément. Il ne tirait pas un étranger. Il tirait un vétéran qui lui avait fait confiance. Il tirait une enfant perdue. Il tirait le poids de sa propre rédemption. La corde gémit sous la tension. Pierre sentit une secousse, puis une autre. Il montait, centimètre par centimètre douloureux. Il leva les yeux et vit des bottes projetant de la neige par-dessus le bord.
puis il vit une main se tendre. Lucas Garnier, le visage violet d'effort, les veines de son cou saillantes comme des cordes, se penchait par-dessus le précipice. Il attrapa le mousqueton sur la poitrine de Pierre d'une main, s'ancrant à un arbre de l'autre. « Je vous tiens !» hurla Garnier par-dessus le vent. Avec une dernière traction explosive, d'une force qui semblait impossible pour sa carrure, Garnier les hissa par-dessus le bord de la falaise. Pierre s'effondra dans la neige profonde, haletant, serrant Manon contre sa poitrine. Garnier tomba à côté d'eux, sa poitrine se soulevant comme un soufflet, ses bras tremblant violemment de l'effort. Ils restèrent là un moment, trois tas d'humanité épuisés sous le vaste ciel bleu alpin. Pierre roula sur le dos, grimaçant alors que son genou lançait une douleur lancinante. Il regarda le jeune adjoint. Garnier regardait le ciel, des larmes d'effort coulant de ses yeux, gelant sur ses joues. Il n'était plus le gamin nerveux qui avait arrêté Pierre sur la route. C'était un homme qui avait tenu la ligne. Pierre tendit la main et attrapa le bras de Garnier. « Tu l'as fait, haleta Pierre. Tu as tenu bon. » Garnier tourna la tête, un faible sourire épuisé perçant son masque de douleur. « Je n'ai pas laissé le signal mourir, monsieur Dubois. » Pierre sourit en retour. « Non. Non, tu ne l'as pas laissé. » Un léger gémissement brisa le moment. Fantôme était là. Le grand chien argenté s'était traîné dans la neige jusqu'à l'endroit où il gisait. Il ne pouvait pas se tenir debout, mais il avança son corps jusqu'à ce que son nez touche le visage de Manon. Il la renifla, vérifiant son souffle, sa chaleur. Manon bougea dans les bras de Pierre. Ses yeux s'ouvrirent, flous et vitreux, jusqu'à ce qu'ils se posent sur le visage argenté planant au-dessus d'elle. Elle tendit une petite main gantée et l'enfouit dans l'épaisse fourrure du cou du chien. « Salut, loulou !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Tu es revenu. » Fantôme lui lécha la joue une fois, un long coup de langue rêche et affectueux. Puis il posa sa lourde tête sur ses jambes, fermant les yeux. Le gardien était hors service. La meute était réunie. Pierre regarda le trio, l'enfant, le chien et le jeune adjoint qui était devenu un protecteur. Il sentit une chaleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la température. « Rentrons à la maison », murmura Pierre. La descente de la crête noire fut un flou d'épuisement et d'adrénaline, une procession lente et douloureuse émergeant du silence blanc de la nature sauvage pour entrer dans le bruit chaotique de la civilisation. Au moment où Pierre Dubois, l'adjoint Garnier et Fantôme, brisés mais respirants, atteignirent le point de départ du sentier, le monde s'était à nouveau transformé. Le calme solitaire de la montagne fut remplacé par les lumières stroboscopiques rouges et bleues des véhicules d'urgence. Elles découpaient le crépuscule, peignant la neige de pulsations de couleurs dures et rythmées. L'air était épais de l'odeur de gazole et du crépitement des communications radio. Pierre marchait en boitant lourdement, son mauvais genou hurlant à chaque pas, mais il ne s'arrêta pas. À ses côtés, l'adjoint Garnier portait Manon endormie dans ses bras, la protégeant du froid persistant. Et derrière eux, traînant ses pattes arrière ruinées dans la neige fondue, venait Fantôme. Le grand chien argenté refusait d'être porté, sa fierté aussi balafrée et durable que le paysage lui-même. Alors qu'il sortait de la lisière des arbres, un cri déchira l'air. « Manon !» C'était un son de désespoir pur et brut. Chloé et Hugo, les parents de la fille, franchirent le cordon de police. Ils coururent vers Garnier, leurs visages striés de larmes, leurs mains tendues pour toucher le miracle qu'ils pensaient perdu. Les secouristes affluèrent, enveloppant Manon dans des couvertures thermiques, vérifiant ses signes vitaux et la chargeant sur une civière. L'énergie chaotique de la réunion tourbillonnait autour d'eux, larmes, rires, cris de soulagement et prières murmurées de gratitude. Pierre se tenait en retrait, s'appuyant lourdement contre la calandre d'un camion de pompiers. Il regardait la famille se réunir, ressentant ce sentiment familier de détachement. Il était l'observateur, le gardien à la porte, nécessaire pour le sauvetage mais séparé de la célébration. Une ombre tomba sur lui. Pierre leva les yeux pour voir le chef Nicolas Moreau debout là. Le chef semblait plus vieux qu'à la radio. Il tenait son képi à la main et ses yeux étaient rougis. Il regarda l'ambulance où la petite fille pleurait doucement dans les bras de sa mère. Puis il regarda la crête de la montagne, menaçante, sombre et terrible derrière eux. Enfin, il regarda Pierre. Moreau s'éclaircit la gorge. C'était un son humide et lourd. « J'ai annulé les recherches dans le nord de la vallée », dit Moreau tranquillement, sa voix manquant de sa puissance habituelle.
Pierre hocha lentement la tête. Je m'en doutais. Moreau déplaça son poids, baissant les yeux sur ses bottes. Vous aviez raison, Pierre. Sur le vent, sur l'odeur. Surtout. Le chef tendit la main. Ce n'était pas un geste d'amitié, mais de concession. Un soldat reconnaissant un officier supérieur. J'aurais dû écouter le signal, murmura Moreau. Bon travail, éclaireur. Pierre prit la main. La poignée était ferme. Écoute juste le statique la prochaine fois, Nicolas, répondit doucement Pierre. Parfois, c'est là que se cache la vérité. Moreau hocha la tête, remit son képi et s'éloigna pour gérer les équipes de presse qui commençaient à arriver. Pierre tourna son attention vers le véritable héros du jour. Fantôme s'était retiré au bord du parking. Il se tenait près de la lisière sombre des arbres, à moitié caché dans l'ombre, observant la scène avec des yeux ambrés méfiants. Il tremblait, ses jambes menaçant de céder complètement, mais il tenait bon. Hugo, le père de la fille, se détacha de l'ambulance et courut vers Pierre. Il semblait frénétique, submergé par une gratitude qu'il ne savait pas comment exprimer. Monsieur Dubois, balbutia Hugo, essuyant ses larmes. L'adjoint m'a raconté. Il m'a parlé du chien, de ce qu'il a fait. Qu'il est resté avec elle, qu'il l'a gardé au chaud. Hugo regarda vers la silhouette ombrageuse de Fantôme. Nous voulons le prendre, dit Hugo, sa voix s'étranglant. Nous voulons l'adopter. Il a sauvé notre petite fille. Il mérite un foyer. Il mérite le meilleur steak de la région tous les soirs pour le reste de sa vie. Hugo fit un pas vers le chien, s'accroupissant, tendant la main. Viens, mon grand, appela doucement Hugo. Viens ici, bon chien. Fantôme ne remua pas la queue. Il n'avança pas. Au lieu de cela, le grand chien argenté baissa la tête, un faible grondement partant de sa poitrine, un grognement d'avertissement qui vibrait dans l'air froid. Il recula de 2 pas, se retirant plus loin dans l'obscurité des bois, ses poils hérissés. Il regarda les lumières vives de l'ambulance, la mère en pleurs et le père enthousiaste, et ne vit que le chaos. Il vit un monde de bruit et de confinement qu'il ne comprenait pas et auquel il ne faisait pas confiance. Hugo s'arrêta, confus et blessé. Pourquoi? A-t-il peur? Pierre posa une main sur l'épaule du père. Il n'a pas peur, Hugo. Il est sauvage. Pierre regarda Fantôme avec une compréhension profonde et douloureuse. Il n'a pas sa place dans une maison avec des tapis et une télévision, dit doucement Pierre. Il ne comprend pas les clôtures. On ne peut pas payer un soldat comme ça avec un steak. On le paie avec du respect. Et la seule façon de le respecter maintenant, c'est de le laisser choisir. Hugo regarda le chien, puis hocha lentement la tête. Merci, monsieur Dubois. Pour tout. Le père retourna à l'ambulance. Les portes claquèrent, isolant du froid. La sirène hurla, un cri long et lugubre qui s'estompa alors que le véhicule s'éloignait à toute vitesse vers l'hôpital. Une par une, les voitures de gendarmerie suivirent. L'adjoint Garnier adressa un dernier salut sec à Pierre depuis sa fenêtre alors qu'il partait. Bientôt, le parking fut vide. Le silence revint, lourd et profond. Il n'y avait plus que Pierre et Fantôme, debout à 20 mètres l'un de l'autre, sous le vaste ciel étoilé. Pierre soupira. Son corps semblait fait de plomb. Chaque cicatrice de 1971 et chaque nouvelle contusion d'aujourd'hui chantait un chœur de douleur. Il traversa lentement le gravier jusqu'à sa vieille camionnette rouillée, garée dans le coin du parking. Il ouvrit la portière côté conducteur. La lumière intérieure vacilla, projetant une faible lueur jaune sur les sièges en vinyle craquelés. Pierre regarda Fantôme par-dessus le capot de la camionnette. Le chien se balançait sur ses pattes. Il était fini. Il n'avait plus rien. Si Pierre partait maintenant, le chien se coucherait dans la neige et ne se relèverait jamais. Il mourrait ici, seul, à la lisière des bois qu'il avait dominés. Pierre contourna le côté passager de la camionnette. Il ouvrit grand la portière. La cabine était froide, sentant le tabac froid et le vieux café. Pierre se tenait près de la portière ouverte. Il leva la main et dézippa sa lourde veste en cuir marron. Il l'enleva de ses épaules. L'air froid le frappa instantanément, mordant à travers sa chemise en flanelle, mais il ne tressaillit pas. Il tenait la veste dans ses mains.
Elle était lourde, usée, adoucie par des décennies d'utilisation. Elle sentait la fumée de bois, l'huile à fusil, la pluie, et Pierre lui-même. Elle sentait la sécurité. Elle sentait le chef de meute. Pierre jeta la veste sur le siège passager. Elle atterrit en un tas, le cuir se repliant sur lui-même comme une étreinte en attente. Pierre recula. Il n'appela pas le chien. Il ne siffla pas. Il s'appuya simplement contre le cadre de la portière ouverte et attendit. Debout, sergent, murmura Pierre dans la nuit. Il est temps de bouger. Fantôme leva la tête. Il renifla l'air. Il sentit l'odeur du cuir, l'odeur de l'homme qui avait pansé sa jambe dans la grotte, l'homme qui avait compris son signal quand personne d'autre ne l'avait fait. Le chien fit un pas, puis un autre. Il traîna ses jambes brisées sur le gravier, les yeux rivés sur la portière ouverte. Quand il atteignit la camionnette, il s'arrêta. Le plancher était haut. C'était un saut impossible pour un animal estropié. Mais Fantôme n'était pas seulement un animal. C'était un survivant. Il rassembla les dernières réserves de sa force, l'étincelle finale de volonté qui vivait au plus profond de son code génétique. Avec un grognement sec d'effort, il se lança vers le haut. Ses pattes avant s'agrippèrent au siège. Il griffa la veste en cuir, hissant son lourd arrière-train derrière lui. Il s'effondra sur le siège, atterrissant carrément au centre du manteau de Pierre. Il tourna une fois, un instinct primaire que même l'épuisement ne pouvait effacer, puis se roula en une boule serrée, enfouissant son nez dans le col de la veste. Il laissa échapper un long soupir tremblant. La tension qui avait maintenu son corps rigide pendant 2 jours se dissipa enfin. Pierre sourit. C'était un petit sourire fatigué qui atteignit ses yeux. Il ferma doucement la portière passager, scellant la chaleur à l'intérieur. Il contourna le côté conducteur et monta. La cabine était glaciale sans son manteau, mais en regardant le siège passager, il sentit une chaleur qu'aucun chauffage ne pourrait fournir. Fantôme dormait déjà. Le fantôme argenté de la montagne avait enfin trouvé un endroit pour se reposer. Pierre démarra le moteur. La vieille camionnette rugit à la vie, un rythme régulier et fiable. Il passa une vitesse et s'engagea sur la route. Il n'alluma pas la radio. Il n'en avait pas besoin. Le statique avait disparu. Le signal était clair. Alors que la camionnette descendait la route de montagne, laissant la nature sauvage derrière elle, Pierre tendit la main droite et la posa doucement sur le flanc du chien. « On rentre à la maison, Fantôme » dit Pierre au soldat endormi. « On rentre à la maison. » Et tandis que les feux arrière s'estompaient dans l'obscurité, le seul son qui restait était le vent murmurant à travers les pins, racontant l'histoire du jour où les choses sauvages et les choses brisées trouvèrent un moyen de se sauver mutuellement.